Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nurea. Aujourd'hui, je vous propose un échange qui, je pense, va vous faire réfléchir et peut-être même bousculer pas mal d'idées qu'on prend souvent pour acquises. Nous allons parler de conscience, de physique quantique, de réalité invisible et même de ce qu'il pourrait y avoir après la mort. Pour nous guider dans ce grand voyage, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Renfort autour du livre La conscience quantique et l'au-delà aux éditions Guy Daniel. Un livre qui mêle science, intuition et ouverture d'esprit. Un ouvrage accessible mais profond qui interroge autant qu'il éclaire. Alors, le cerveau capte-t-il la conscience? La matière a-t-elle une face cachée? Et existe-t-il un au-delà quantique? Restez bien avec nous car ce qu'on va découvrir ensemble pourrait bien changer notre regard sur la vie, la mort et tout ce qu'il y a entre les deux. Emmanuel Renfort, bonjour. Bonjour Nora. Enchantée, je suis très heureuse que vous ayez accepté l'invitation à venir sur Nurea parce que je viens tout récemment de découvrir vos ouvrages, vos recherches, vos théories sur la conscience quantique et j'ai vraiment très très hâte que vous puissiez nous expliquer tout ça sur Nurea. Donc j'ai pas mal de questions pour vous, j'espère que vous êtes prêts et merci de faire en sorte que je puisse tout comprendre. Je vais faire de mon mieux et effectivement, vous venez de me découvrir parce que je suis pas très présent sur les réseaux sociaux ou tout ça. Je suis alors que d'autres sont assez présents et ont raison de l'être. Moi, je suis un peu confidentiel. Voilà, comme les scribes, c'est-à-dire j'écris dans mon coin, je réfléchis dans mon coin et je me préoccupe pas trop du reste. Voilà, je vous écoute. C'est vrai, et je pense à quelque chose. En vous lisant, je me suis rendu compte que certains intervenants qu'on avait reçus sur Nuria TV nous avaient parlé de vos recherches, mais j'avais pas le nom. Je ne savais pas d'où ça pouvait venir, cette nouvelle façon de penser. Et en vous lisant et sachant que vous écrivez depuis longtemps, donc beaucoup de personnes ont pu avoir accès à vos informations, je vois maintenant d'où ça vient. Parce que le premier ouvrage que vous avez écrit date de quelle année? Moi, je suis remontée à 2015, mais peut-être qu'il y en avait avant. Je ne saurais pas vous dire, mais déjà celui qui est daté de 2015, je crois, est une réédition d'un plus ancien. Mhm. Voilà, Je crois je que j'avais sais même que vu 2010 quelque part par là. Je vais fouiller. Je vais voilà, regarder. mais bon, voilà, je Mais en me tout cas, souviens. vos recherches, ça fait longtemps que vous en parlez, Oui, que vous avez oui. partagé ça en écrivant ces ouvrages. Donc, c'est C'était un peu compréhensible. au début d'ailleurs sous forme Oui, d'articles. C'est-à-dire j'ai commencé par écrire des articles avant de me mettre à écrire des ouvrages. c'est Voilà. ça. Donc, j'ai hâte, les amis, que vous puissiez en savoir plus. Donc, on va se concentrer sur la conscience quantique et l'au-delà ce soir. Et on va se retrouver prochainement pour d'autres ouvrages. C'est intense, mais c'est passionnant. Alors déjà, ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer un sujet aussi vaste et mystérieux que la conscience quantique? Alors, en fait, c'était la conscience. Je dirais, j'avais deux sources d'inspiration. Encore une fois, si je suis trop abstrait, trop Je vous le dirai. obscur, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez une tomate et je saurai qu'il faut que Merci. j'améliore. Excusez-moi. Donc, en fait, j'avais deux, dans les études scientifiques que je faisais, euh, visiblement,
la physique, la mécanique quantique, comme on l'appelait à l'époque, posait problème, avait des caractéristiques totalement contre-intuitives, et on nous imposait au niveau de l'enseignement une interprétation, en l'occurrence ce qu'on appelle l'interprétation de Copenhague, qui, si on grattait, si vous voulez, on voulait colmater une brèche, donc on mettait un truc qui avait l'air de boucher le trou, mais qui en fait ne le faisait pas, elle le faisait tellement artificiellement qu'on ne pouvait pas prendre la chose au sérieux. Donc déjà ça m'a intéressé et ça m'a attiré vers les fondements de la physique quantique, en me disant, on n'arrive pas à comprendre, il doit bien y avoir une façon de le comprendre. Donc ça m'a intéressé, ça c'est la première chose, et d'autre part j'avais une interrogation effectivement sur la conscience, sachant que j'explorais une troisième voie par rapport à, et je vais caricaturer un peu, l'opposition classique que je voyais, soit d'un côté c'est le matérialisme, auquel j'ai beau me forcer, je n'ai jamais pu croire. Vraiment, c'est plus fort que moi. Et d'autre part, le spiritualisme qui fait un peu, comment dire, qui fait un peu une confusion entre la notion de conscience, d'âme, d'esprit, enfin, c'est tout un magma. Et pour moi, le phénomène de la conscience est assez général dans le monde vivant, c'est-à-dire pour moi, par exemple, un chat a une conscience, un crapaud en a un peu moins, c'est à des degrés divers, mais ça en a. Et j'ai du mal à me dire, il y a un Dieu qui leur a mis une âme et tout ça, donc je me dis que la conscience est un phénomène à la fois immanent, c'est-à-dire c'est un contenu de notre monde, et immatériel, c'est-à-dire il n'est pas réductible à la matière. C'est ce que j'appelle de temps en temps la thèse im-im, ou la théorie im-im, immatériel et immanent. En gros, du matérialisme, j'ai pris le côté immanent. C'est un terme un peu de philosophe, ça s'oppose à transcendant. Transcendant, ça veut dire que ça appartient à un autre ordre de réalité. Donc, immanent, j'espère que tout le monde le comprendra. C'est un peu un terme philosophique. Et l'autre im, c'est évidemment pour immatériel, et donc j'ai pris ça au spiritualisme. C'est-à-dire, en gros, je me suis positionné dans une troisième voie qui est intermédiaire, qui a un positionnement intermédiaire à ces deux extrêmes. Et c'était en partie dû à la conviction que si on n'arrivait pas à résoudre le problème du cerveau conscient, le mystère, l'énigme de la conscience cérébrale, c'est justement parce qu'on était prisonnier de cette fausse alternative. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce développement. J'ai noté immanent, dès que j'entends des nouveaux mots, je les note. Et, oui. Et ça me fait penser que dans votre ouvrage, il y a une partie lexique avec plein de nouveaux termes, des mots que vous avez dû créer finalement pour répondre. Enfin, il y avait vraiment un besoin de nommer les choses, et c'est vrai qu'on sait que si on nomme mal les choses, on finit par ne pas se comprendre. Donc là, vous avez fait quelque chose que je rêvais de faire quand j'étais petite. Je rêvais d'être terminologue. Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, savoir inventer des mots, créer des nouveaux mots, c'est génial. Ouais. Donc il y a cette partie-là au début de l'ouvrage. Je tiens à vous dire, les amis, si vous êtes comme moi, bac littéraire et autres, ne vous inquiétez pas. Il y a le lexique qui est en début du livre. Ça peut être un petit peu inquiétant parce que vraiment, ce sont des tout nouveaux mots comme suprêle, par exemple, que j'adore parce qu'il y a ce lien avec Pixel, très bien vu, de faire cette petite connexion. Le endo, le paralable, voilà, il y a plein de termes comme ça, avec les explications. Mais ensuite, tout au long du livre, vous réexpliquez, vous prenez le temps de faire un rappel, et merci pour ça. Parce que comme ça, les mots finissent par rentrer et on les comprend au fur et à mesure des exemples. Donc, voilà, c'est au début du livre, ne vous inquiétez pas. Continuez à lire. Voilà. Mais je pense que mes textes, de façon générale, il faut faire un petit peu comme moi je fais quand je lis un article de recherche assez pointu en physique.
Je comprends peut-être 30-40% à première lecture, je ne m'en fais pas, je glisse et je reviens et de 40, je vais passer à 60, à 70 et je vais même approfondir les choses qui vraiment résistent et je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Je voulais vous dire juste pour les néologismes qu'en physique, par exemple, il y a quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire par exemple un électron, parfois il a l'air ponctuel et parfois il ondule. Et un néologisme qui aurait été bon, ça aurait été d'appeler ça un ondicule, onde et particule, ondicule, et ça n'a pas été fait, et du coup on parle de particules quantiques, et du coup dans l'esprit des gens, ça crée une confusion, alors que ondicule aurait eu le mérite d'être clair, c'est pas une particule, c'est pas une onde. Voilà, mais les scientifiques n'ont pas voulu, c'est un peu dommage, voilà. Si on peut préciser pour moi. Donc, ce que je comprends, c'est qu'avec particules et particules quantiques, on dirait deux particules différentes, alors qu'avec ondicule, il y a C'est-à-dire, le côté oui, matière et le côté onde, donc voilà, de la c'est même ça. particule, qui peut être Voilà, c'est ça. ok, C'est-à-dire, on deux états sait que différents. cet objet quantique de base a des aspects ondes et des aspects de particules C'est ponctuelles. ça. Voilà. Tandis que quand on dit particules Hmm. quantiques, on a quand même tous l'image de la petite bille rudimentaire de matière, le petit caillou très petit, et c'est ça qu'on, dans notre esprit, qui est une particule. C'est la notion classique de particule. Voilà. Ok. Enfin bon. Merci beaucoup. Donc accrochez-vous les amis parce que sur Nuria TV on aborde plusieurs thèmes différents sur les mystères qui nous entourent et au bout d'un moment euh, vos explications, enfin en fait vos théories, vos idées, je ne sais pas comment appeler ça parce que c'est tellement nouveau, mais permettraient d'expliquer la médiumnité, le remote viewing, les NDE, même Dieu, cette notion. Et donc, continuez à lire. C'est juste passionnant. Il faut en fait que vous ayez cette information en tête, les amis, pour... ça vous permettra de mieux comprendre les choses. Et j'adore cette idée que finalement, on pourrait passer d'un monde rationnel à un monde quantique. Et qu'au final, dans le rationnel, on a le paranormal, et dans le quantique, tout devient normal. J'adore ça. J'adore cette Mhm. idée-là. Donc, tant mieux. Et puis, on va continuer. Alors, j'ai préparé des questions par chapitre, histoire de D'accord. bien Oui. cadrer les choses. Mhm. D'accord. Oui, oui. Donc, on va commencer par le chapitre 1 que vous appelez un monde hallucinant. Donc, en quoi, pour vous, la physique quantique remet-elle en cause la vision du monde classique? Alors, d'abord, effectivement, elle a des propriétés qui sont juste inattendues et contre-intuitives parce que notre intuition, en fait, a été éduquée sur le monde macroscopique qui se comporte comme on le sait. Et ces comportements macroscopiques sont une espèce d'approximation de comportements plus subtils qui se manifestent au niveau du microcosme, au niveau quantique. Là, on peut plus les approximer. Et donc, ce monde est surprenant euh, parce que pour moi, il est plus riche de contenu, justement, que la simple matière inerte. Et c'est ce que j'appelle l'holomatière. Holomatière, pourquoi? C'est la racine holo qu'on retrouve dans holistique, qui veut dire la globalité. C'est-à-dire, pour moi, quand on a une vision passive, inerte de la matière, une substance morte, on ne voit que un certain aspect et il se cache autre chose. Alors, une comparaison qui n'est pas dans le livre, mais qui finalement, je trouve très commode, en tout cas par oral pour expliquer, c'est l'image de l'œuf poché. Vous avez un œuf poché, la seule chose que vous allez voir, c'est le blanc, qui est de l'albumine coagulée. Mais à l'intérieur, on sait qu'il y a un jaune. Et si vous voulez, pour moi, cette notion d'holomatière ou de holoparticule, particule d'holomatière, c'est exactement comme l'œuf poché. On ne voit, en général, on admet l'existence que du blanc, la partie matérielle qui est déterministe, qui a un certain nombre de caractéristiques, elle obéit à la relativité d'Einstein, et ainsi de suite. Elle a un certain nombre de contraintes, des contraintes physiques, mais à l'intérieur, caché, donc on ne le voit pas, tout se passe comme si ça n'existait pas. Il y a une noisette, il y a le jaune d'œuf, qui lui n'est pas déterministe, il est en quelque sorte, il est habité par un pouvoir décisionnel, c'est-à-dire il a le pouvoir de choisir. Et en fait, donc en disant ça,
Je suis en train de dire que dès le niveau de la particule élémentaire, il y a les germes du libre arbitre. Même si le libre arbitre n'est pas total, vous savez, quand on regarde tous les débats sur le libre arbitre, alors première remarque, tout scientifique sérieux doit faire rapidement comprendre que pour lui le libre arbitre c'est une illusion, il ne croit pas un instant. Ça c'est le dogme actuel, qui est un dogme de nature idéologique et pas du tout scientifique. Certes, le libre arbitre est plus restreint qu'on ne le croit spontanément, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et d'autre part, ce jaune d'œuf qui a une capacité décisionnelle, il a cette capacité parce qu'il est de nature psychique. C'est parce que je suis doté d'un psychisme qui est même une conscience que je suis capable de bouger mon bras, de dire dans 2 secondes je tire la langue comme Einstein. Je ne le ferai pas sur vos écrans, mais je suis capable de me tirer les oreilles, ce qui est déjà plus favorable, plus présentable. Donc j'ai bien ce libre arbitre. Un cadavre, excusez-moi, mais un mort, lui, il n'est pas capable de décider de bouger, il n'a plus ce libre arbitre. Donc ce jaune d'œuf est une composante qui est à la fois psychique et dotée d'un libre arbitre. Alors 2 remarques là-dessus. Sur le libre arbitre, quand il va se manifester sous forme d'une absence de déterminisme, du non-déterminisme, donc de l'aléatoire. Et les physiciens vont se dépêcher de conclure, enfin les scientifiques vont se dépêcher de conclure, c'est l'aléatoire sans contenu, c'est-à-dire c'est juste du genre la tarte à la crème s'est mise à sauter parce qu'elle a sauté, il n'y a pas d'explication. Et moi je dis que ça revient à dire que l'aléatoire quantique a un contenu. Le contenu, eh bien, c'est que c'est le jaune d'œuf qui tire ses ficelles dans certaines circonstances. Vous allez poser une question. J'ai essayé de retourner vers une partie parce que j'avais à noter, mais je ne la retrouve pas là tout de suite, mais c'était justement sur le libre arbitre. Toute la partie sur le libre arbitre est juste passionnante parce que pour moi, je pensais qu'on avait vraiment, qu'il n'y avait que le libre arbitre. Voilà, bon, j'y crois, c'est une croyance à mon niveau, mais à l'intérieur de votre livre, dans le développement, j'ai vu que non, il y a quand même une partie qui ne vient pas du libre arbitre, un peu mais plutôt de la biologie. Et puis heureusement, c'est-à-dire on ne décide pas de respirer, heureusement pour nous, pas comme les dauphins d'ailleurs, ce que vous précisez dans l'ouvrage. Et finalement, très souvent on voit sur Nurea que c'est jamais ça ou ça, c'est souvent et ou alors et. Et Absolument. C'est ce que j'ai vu là-dedans. Et il y a aussi quelque chose d'incroyable, mais cet exemple je suis désolée parce qu'on va vers le 3e chapitre par là, mais il y a cette idée que, cet exemple sur les personnes qui pensent que le libre arbitre n'existe pas. Pour elles, tout est prédéfini, tout est écrit, nous ne serions que des pions finalement. Et qu'un scientifique a fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Vous le direz mieux que moi parce que j'essaie de me rappeler de ce passage et c'était passionnant. Ça m'a fait penser à ceux qui nous gouvernent, par exemple. Si on peut les comprendre, ça ira mieux, je pense, ça nous fera du bien. Oui, alors, absolument. Mais justement, la plupart des débats sur le libre arbitre, quand vous écoutez bien ce qui se dit, vous voyez qu'il y a une espèce de consensus que soit le libre arbitre est totalement libre, soit il n'existe pas. Et donc, en général, les démonstrations, entre guillemets, des scientifiques pour dire le libre arbitre n'existe pas, je vais vous le démontrer. Ils nous montrent qu'à certains moments où on croit que j'ai décidé, mais en fait, on peut montrer que je suis contraint par ceci et cela. Donc, ils disent, voyez, vous croyez qu'il y a le libre arbitre, mais en fait, je peux vous montrer que si vous avez agi comme si, c'est parce que telle ou telle cause. Du coup, ça n'existe pas. Parce que, encore une fois, on est dans une logique de tout ou rien. Et ce qui est une logique qui est fausse. Voilà. Alors, peut-être pour répondre, parce qu'effectivement, c'est moi qui ai débordé sur les autres chapitres, pour répondre sur le quantique, il y a en fait 3 sources de surprise par rapport à la physique classique. La première, c'est les ondes, c'est-à-dire quand, dans un cadre classique, les livres qui sont derrière, la table sur lequel, le siège sur lequel je suis assis, quand ça n'est pas agité, quand je ne bouge pas, c'est totalement statique. Rien ne bouge. Or,
en physique, on a regardé avec les microscopes électroniques, tout ce que vous voulez, on s'est aperçu que ça n'arrête pas de vibrer. Alors, presque tout est vibratoire, mais tout n'est pas, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, là où on croit que c'est statique, ça bouge pas, si on regarde de près, on va voir que ça n'arrête pas. Il y a des atomes, dans ces atomes, il y a des électrons qui tournent autour et ainsi de suite. Enfin, c'est vraiment la grande foire collective en mouvement. Ça, c'est la première surprise. La deuxième surprise, c'est ce qu'on appelle le problème de la mesure, alors qui a été à l'origine de beaucoup de manque de compréhension, et ça continue d'ailleurs aujourd'hui, mais enfin bon, qui fait que j'ai une particule qui se promène qui ondule, qui va du point A jusqu'au point B, et on la décrit en physique quantique elle vérifie une équation d'onde, donc c'est ce qu'on appelle un paquet d'ondes, elle est un ensemble d'ondes mutuellement interférences qui se déplacent. Et il est flou, c'est-à-dire cet ensemble est flou. Vous savez, une onde, c'est toujours étalé. Et j'allais dire, c'est comme, pour prendre un exemple en général qui est connu, le chat de Schrödinger. Avant qu'on ouvre la boîte, il est dans un état vivant et mort. Il est une superposition. Et donc, la particule, quand elle se déplace, en général, elle peut être dans un état superposé. C'est par exemple pour un état de spin, vous savez, spin c'est comme un mouvement de rotation interne qui n'a pas d'équivalent classique, mais donc on va simplifier, on va dire que c'est comme si la particule tournait sur elle-même, et quand elle se déplace, par exemple un électron a ce qu'on appelle un spin 1/2 qui peut pointer vers le haut, ça peut tourner dans un sens ou dans l'autre, comme une toupie. Et donc, tant qu'on ne mesure pas, la valeur du spin de cet électron n'est pas précise, c'est-à-dire on ne sait pas si ça tourne dans un sens ou dans l'autre. Ça tourne en fait, ça c'est une bizarrerie quantique, dans les deux sens à la fois. Voilà. Mais comme c'est un paquet d'ondes, si on veut vraiment comprendre, vous vous dites que dans les ondes qui forment ce paquet, il y en a une partie qui va tourner dans un sens et une partie qui va tourner dans l'autre sens. C'est comme ça un peu qu'on peut comprendre la chose, intuitivement. Voilà. Il faut toujours se méfier de son intuition, mais on peut quand même en partie la restaurer. Et alors, ce que nous dit le problème de la mesure, c'est que si je mesure cet électron qui tourne dans les deux sens à la fois, pour savoir dans quel sens il tourne, eh bien, instantanément, il va se concentrer et il ne va plus tourner que dans un seul sens. Et je ne pourrai pas savoir en général à l'avance s'il va choisir de tourner dans ce sens-là ou dans le sens contraire. Donc, on passe d'un état flou, qu'on appelle superposé, à un état précis, où la valeur de son spin est précise, elle est actée. Alors, non seulement il y a ça, mais on se dit, mais pourquoi le fait que j'observe fait ce grand chamboulement? Eh bien, en fait, ce n'est pas le fait que j'observe. C'est là où il y a le contresens. Qu'est-ce que j'ai fait pour observer? C'est pas juste j'ai ouvert mes yeux et j'ai regardé l'électron. L'électron, je le verrai jamais, je peux pas le voir. Je suis venu avec un instrument de mesure qui a quelque chose qui s'appelle un détecteur. Que fait ce détecteur? Eh bien, le but du détecteur, et je vais comment dire, je vais utiliser mes stylos. On peut, hein. Bien sûr. Voilà, ces deux stylos. Alors, on va dire qu'au lieu de spin up ou spin down, spin plus, spin moins, on va prendre deux couleurs. C'est-à-dire, on va dire que la particule que je mesure a deux couleurs possibles. Elle est dans une superposition du rouge et du vert. D'accord? Okay. Voilà. Et donc, elle se balade comme ça. Et quand je vais mesurer cette particule pour savoir sa couleur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui tendre un piège, et le piège est tendu par le détecteur de mon instrument de mesure. C'est pas ma conscience. Ma conscience me permet d'amener l'instrument de mesure avec son détecteur. Et que va faire le détecteur? Il va profiter de l'étalement de la particule, là, les deux couleurs, pour tendre un piège qui va forcer la particule, si elle reste étalée dans ces deux couleurs, qui va forcer la particule
à être déchiquetée. Et Oui, en physique quantique, pourquoi c'est quantique? Parce qu'il y a une loi du tout ou rien qui dit que la particule, on n'a jamais trouvé un tiers d'électron qui était tout seul. L'électron, il est soit entier, soit il n'existe pas. Voyez le truc. Et oui, ce que cherche à faire un instrument de mesure, c'est justement de la déchiqueter, un tiers ici, deux tiers là. Et ça, c'est interdit par la nature. Donc, que va faire la nature? Alors, je vais prendre un autre exemple scolaire avec une paire de lunettes. oui. On a du matériel en stock, hein, eh bien, comment dire, mon instrument de mesure va être à l'équivalent d'une petite paire de ciseaux. Alors ça, c'est l'état superposé initial flou. Oui, La particule est à la fois en haut et en bas. Et quand je vais faire ça, si la particule continue à onduler, eh bien, elle serait coupée en deux, ce qui est interdit par la nature. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la particule va décider soit je passe tout en bas et ma paire de ciseaux va couper le vide, ou oui, soit je me rabats en haut. oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes ou le saut quantique. Est-ce que je suis un peu clair? Oui, Donc, ce que je veux dire, le problème de la mesure n'est pas directement lié à l'observateur. L'observateur, il fait une mise en scène dont le but, c'est de piéger la particule pour la déchiqueter d'une façon qui est interdite par la nature. C'est pour ça que la particule s'appelle quantique, c'est par petits paquets. Et petits paquets indissociables. On ne peut pas avoir un tiers de paquet d'un côté et deux tiers de l'autre, c'est pas possible. Donc, or, comme cette particule est sous forme ondulatoire, elle est étalée. Comme elle est étalée, mais que je suis un gros malin, eh bien, je vais pouvoir la déchiqueter. La nature, pour protéger sa loi de quantification, d'intégrité, eh bien, va ratatiner, en quelque sorte, va concentrer la particule d'un côté ou de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle une réduction du paquet d'ondes. Et donc, le chat de Schrödinger, qui était à la fois vivant et mort, eh bien, va se retrouver soit totalement vivant, soit totalement mort, un état oui, précis. C'est exactement ça le problème de la mesure, c'est rien d'autre. oui, Alors, vous avez peut-être une question à poser, sinon oui. j'ai encore quelque chose à dire. Vous voulez la poser tout de suite ou je continue? Ça dépend de ce que vous allez dire. Je voudrais juste qu'on revienne sur la légende du dieu Giglou, parce que je trouve que ça expliquait aussi une partie de ça très Oui. facilement, très simplement. Je ne sais pas si vous pouvez l'intégrer ou pas, cette explication. Là, on est sur Alors, l'observateur, c'est pas lui qui fait en sorte qui a une influence sur l'action, c'est plutôt l'objet, ce qui va nous permettre de contrôler ce qui se passe, c'est ça. C'est finalement l'objet utilisé. oui, Mais, mais donc là, on est sur cette partie-là, mais ça m'a rappelé la légende du dieu Giglou, où la nature elle-même a ses contraintes, entre guillemets, ou sa façon de vivre. Et voilà, je trouve, ça fait quand même beaucoup d'aspects à prendre en compte. Pour finalement avoir une notion de la réalité avec un R majuscule, il y a tellement de choses à prendre en compte là-dedans. Et cette partie-là sur la nature elle-même, parce que ce que j'appelle la nature elle-même, peut-être que c'est pas le bon terme, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à reprendre ce que je dis pour préciser. Mais j'avais cette question-là, que symbolise selon vous la légende du dieu Giglou et de la glace dans le contexte de la dualité onde-particule, justement. oui, alors, alors, d'accord, je vais revenir à la dualité Oui, onde-particule ou onde-corpuscule. Je voulais juste dire euh, que pour les physiciens, quand ils vont voir les mêmes conditions, là, les mêmes conditions, et c'est totalement imprévisible, c'est-à-dire je ne sais pas à l'avance si là je vais le dire à ma manière, si la particule décide de se concentrer vers le haut ou vers le bas, donc de donner une réponse, par exemple si c'est le spin qui tourne dans un sens ou dans l'autre. Et les physiciens, enfin beaucoup en tout cas, beaucoup de scientifiques font, sans même y penser, l'identification entre la notion de causalité et de causalité déterministe. C'est comme si on disait, si on identifiait la catégorie pommes avec celle des pommes rouges, on sait bien qu'il y a des pommes qui ne sont pas rouges. Eh bien, quand on dit causalité déterministe, ce qualificatif est restrictif, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir des causalités non déterministes. Mais ça, en général,
s'il n'y a pas causalité, s'il n'y a pas déterminisme, c'est qu'il n'y a pas causalité. Donc, pour les physiciens, ce phénomène-là, en général, est perçu comme acausal, aprivatif. Il n'y a pas de cause. C'est le hasard pur. La tarte à la crème qui saute en l'air parce qu'elle saute en l'air, il n'y a rien à expliquer. Et je trouve que c'est regrettable dans le truc parce que c'est justement à ce moment-là que le pouvoir décisionnel du jaune d'œuf interne est en train de se manifester. Le reste du temps, il ne se manifeste pas. Donc, en fait, selon moi, on a juste raté quelque chose d'absolument essentiel, qui est bien dommage. Alors, maintenant, cette dualité eau, alors l'eau, on va dire que c'est dans ma métaphore, c'est comme les ondes, c'est souple, ça bouge, et la glace, c'est rigide, et c'est comme l'aspect corpusculaire ou ondulatoire. Ah oui, je veux pas vous perdre, j'ai plein d'idées qui sortent à la fois. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand on mesure pas, je vous ai dit, la particule, c'est un paquet d'ondes, elle est étalée, donc c'est ondulatoire. Mais quand je mesure, je force la nature à se concentrer, comme on a vu tout à l'heure, parce que si elle ne se concentrait pas, eh bien, elle se laisserait découper, ce qui est interdit par la quantification, puisque quantification, c'est une logique de tout ou rien. Un photon ou 0 photon, pas 0,7 photons. Eh bien, comme elle se concentre, elle donne l'impression de la particule ponctuelle. Donc la dualité onde-corpuscule, c'est à la fois une véritable onde, plutôt un paquet d'ondes, un ensemble d'ondes d'interférence, et une fausse particule. C'est en fait une dualité entre un état flou, qu'on appelle superposé, et l'état final de l'opération de mesure et plus généralement d'un saut quantique qui, lui, est concentré. Voilà. Mais il n'y a pas de particules. Dans les deux cas, que ce soit l'état initial ou final, on a chaque fois, dans la description que j'ai prise, un paquet d'ondes. La seule différence, c'est que d'un côté, il est très étalé et de l'autre côté, il a été obligé de se concentrer. Donc, on a l'impression que il est tellement concentré, c'est bien qu'il y a une particule ponctuelle. Eh bien non. Voilà. Et alors, donc, dans cette histoire du dieu Gliglou ou Giglou, à laquelle vous faisiez allusion. Ah oui, Gliglou, pardon. Gliglou, never mind, c'est pas grave. Eh bien, ce dieu Gliglou, effectivement, on retrouve cette dualité, c'était un peu pour m'amuser, je fais le parallèle, encore une fois, l'eau, c'est l'aspect ondulatoire et la glace, c'est l'aspect concentré. Voilà. Donc, j'ai adoré cette légende parce qu'elle était très claire pour comprendre cette idée que on peut pas découper vraiment si on veut avoir aussi toute l'information, on peut pas découper. La nature empêche cette partie, donc vous expliquez voilà, qu'il y a ce personnage qui vient, qui tente de découper la glace, mais la glace qui est dure, concentrée, bah, elle va se changer d'état, devenir de l'eau, glisser, et à ce moment-là, on revient sur le hasard qui n'en est pas, parce qu'elle choisit un côté ou l'autre, quand même, à gauche ou à droite du couteau. Ça réunit tellement de concepts, cette légende, qu'on pourrait raconter à un enfant. C'est magnifique. Oui. C'est comme pour l'œuf, ces deux parties-là, vous allez adorer, les amis, si vous avez du mal un peu à appréhender les choses. Vous avez ces deux légendes et vous pouvez tout baser dessus. Vraiment, à chaque fois, moi, je me rappelais quand je vous lisais de la légende et c'était bien ancré dans ma tête. Donc... Et justement, l'impossibilité de découper les blocs de glace, c'est exactement justement une traduction de cette quantification qui fait qu'on peut faire toutes les expériences de physique qu'on veut, on pourra trouver 3287 électrons, 2700 et ainsi de suite, mais jamais 2700,35. Ce sera toujours une unité, c'est la quantification. Et donc cette quantification, la nature a été obligée de créer quelque chose pour qu'elle soit respectée. Spontanément, elle n'est pas respectée. Bon, ça c'est quantifié. Comme je suis un gros malin avec mon instrument de mesure et son détecteur, je le découpe. Et si la nature n'a rien prévu, eh bien, elle devient incohérente. Et c'est pour ça qu'il y a la réduction du paquet d'ondes. Donc, le saut quantique. Donc, je prétends humblement que
dans mon approche, on comprend enfin pourquoi il y a cette réduction du paquet d'ondes qui, jusqu'à présent, pour tout le monde, c'est juste une curiosité un peu bizarre. C'est quantique, donc c'est un peu folâtre, c'est un peu, mais on ne sait pas pourquoi, on n'a pas compris pourquoi. Alors donc je rappelle, pour moi, et je donne deux réponses. Un, cette réduction a lieu pour permettre à la nature de rester cohérente avec sa quantification. Et deux, ce qui est mobilisé au moment de cette réduction, c'est la partie endocausale, donc le jaune d'œuf. Et comme il est endocausal, ça veut dire qu'il a un pouvoir décisionnel, et bien c'est lui qui va décider, soit, par exemple, je vais vers le haut ou je vais vers le bas. Voilà. Donc on a une compréhension et on comprend pourquoi il n'y a pas d'équation qui permette de rendre cela. Les physiciens vous le diront, on ne peut pas mettre ça en équation. Justement parce que ça fait appel au jaune d'œuf qui échappe aux équations. Il n'y a que le blanc d'œuf qu'on peut mettre en équation. Voilà. C'est juste passionnant. Oui, dites. Voilà. Alors il y a un dernier aspect. Donc il y avait trois trucs. Le premier truc, c'était l'onde quantique, c'est-à-dire la matière est agitée, même celle qu'on croit complètement immobile, eh bien on regarde à la loupe, on s'aperçoit que tout bouge en permanence. Deuxième chose, je pense qu'on a compris, en tout cas, l'explication que je propose à ce mécanisme de la mesure, de la réduction du paquet d'ondes, qui n'est absolument pas compris, donc qui a donné lieu à plein de théories très créatives. Bon, voilà, tout un folklore, on va dire, tout un folklore théorique, qui pour moi est juste créé par notre incapacité à comprendre. Mais enfin bon, c'est pas grave, vous savez, on essaye de colmater, on va ailleurs, mais c'est juste pas ça. Le troisième et dernier phénomène du quantique, dont je dois parler dans ce premier chapitre, c'est la question de ce qu'on appelle l'intrication quantique, alors qu'on appelait autrefois la non-séparabilité et que nos amis canadiens appellent l'enchevêtrement. Je préfère l'enchevêtrement à l'intrication, ça me fait penser trop à la trique. Beaucoup de trucs. Mais bon, alors que on va dire moi j'ai surtout entendu intrication quantique, c'est vrai. Et oui, pas l'enchevêtrement. L'enchevêtrement, voilà. Pour moi, ça donne une idée de bazar quand même. Oui, mais entanglement, en fait, c'est la traduction de l'anglais entanglement. Et si vous allez au Québec, vous entendrez parler d'enchevêtrement. D'accord. Bon, mais je vais maintenir intrication. Alors moi, je rajoute un mot. Je me permets de rajouter un mot. Alors, l'état où le jaune d'œuf est actif, je l'appelle l'état parale. Alors que quand il s'endort, on a les ondes, ça c'est l'état matière. J'ai été obligé de prendre un néologisme parce que ce concept n'existe pas. Alors maintenant, pour l'intrication, alors d'abord je vais expliquer de quoi il s'agit. L'intrication. L'intrication, je vais prendre un exemple, il y en a d'autres. Je vais prendre l'exemple de deux particules qui... ah oui, j'aurais dû prévoir d'autres outils. J'aurais dû prévoir deux jeux de... Bon. C'est pas grave. Allez. Eh bien, écoutez, je vais essayer de faire comme ça. Non, mais j'aurais pu quand même y penser un peu à l'avance, mais bon. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est visible. Et il y a... Voilà. Est-ce que dans l'écran, ça vient? Oui, vous voyez ce que tout le monde voit. On voit que d'un côté, il y a du rouge et du vert, et de l'autre côté aussi. Oui. C'est clair? Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, par exemple, je vais prendre deux particules quantiques. Et je sais que si je mesure, alors tout ça c'est des métaphores, hein, donc c'est pas à prendre au pied de la lettre. Si je regarde la couleur de ces particules de cette espèce, elles vont immanquablement être rouges ou vertes, et c'est tout. Soit l'un, soit l'autre. Je prends deux de ces particules qui vont s'entrechoquer et repartir. Oui. Et c'est là où elles vont rester liées par un lien d'intrication quantique. Alors, je vais expliquer. Ça veut dire quoi? Donc, elles s'éloignent. On peut attendre, vous voulez attendre combien de temps pour en mesurer l'une? 1 milliard d'années, 2 milliards, 10 ans? Alors,
de ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça fasse 5 secondes ou 5 milliards d'années, C'est kiff-kiff. c'est kiff kiff. Voilà, Exactement. exactement. C'est pour ça que je vous demande de choisir ce que vous voulez. C'est open bar. Voilà. Exact. Donc effectivement, on attend un temps complètement arbitraire, Mhm. très long si on préfère, et je vais mesurer l'une de ces deux particules qui sont restées en lien d'intrication. Je vais Oui, mesurer, c'est-à-dire je vais l'amener sur mon instrument de mesure avec son détecteur qui va utiliser le fait que il y a que ma particule est étalée sur deux couleurs possibles. Hein, c'est comme ma paire de lunettes qui est étalée des deux côtés, que ce soit deux oui. côtés ou deux couleurs, c'est pareil en termes de métaphore. Et donc, quand je vais mesurer, la particule va réagir en Ouais. décidant, eh bien, soit je deviens complètement verte, ou soit Mhm. je deviens complètement rouge, alors qu'avant, j'étais dans un état superposé. C'est clair, ça, c'est un C'est peu ce qu'on clair. a vu. Mm. Bon. Oui. Eh bien, la chose bizarroïde, surtout dans un univers relativiste qui nous dit qu'aucune influence ne peut se propager instantanément, eh bien, je sais par la Oui. physique quantique qu'au même moment, c'est-à-dire instantanément, alors je vais aller demander à un physicien ce qu'il veut dire quand il dit instantanément. On pourra rigoler. Et au même moment, l'autre particule qui est partie de l'autre côté, qui était elle aussi dans un état superposé, va passer, La même va devenir couleur. rouge. Pardon? Elle passera à la même couleur, elle aura la même couleur que Oui, soit la... la même couleur, soit une autre. C'est pas bien Ah! grave, comme il y en a deux, mais si vous voulez, elle passera la même couleur, mais ça revient exactement au même. C'est juste en mathématiques, le fait d'avoir plus un ou moins un. Si c'est Oh mon plus Dieu. 1, c'est la même couleur, si c'est moins 1. Mais Ouais. l'important, c'est que c'est une corrélation totale et Ouais. instantanée. Alors là, normalement, vous vous dites, bon, je savais que c'était bizarre le quantique, mais alors là, ça dépasse l'entendement. Vous avez deux particules qui sont aux deux bouts de l'univers, donc qui sont totalement indépendantes. L'une n'est pas sous l'influence de l'autre. Mhm. Et en plus, vous avez un univers relativiste qui nous dit que quand je modifie quelque chose sur l'une, ça va se propager au plus vite à la vitesse de la lumière de l'autre. Donc là, on est vraiment, on hallucine. Que s'est-il passé et comment je peux comprendre cela? Eh bien, c'est possible. Je suis arrivé. Eh Et bien, ça explique beaucoup de alors choses en là, les plus. physiciens, je crois, ils ne cherchent même plus à comprendre. Ils se disent, on doit renoncer, c'est quantique, donc c'est bizarre, donc c'est pas la peine de chercher plus loin. Eh bien, il y a une explication. Les deux particules qui se sont entrechoquées et qui sont reparties, quand elles sont reparties, elles sont porteuses d'une loi de conservation collective. Est-ce que c'est clair, une loi de conservation collective? Par exemple, euh, Est-ce que ça pourrait être une loi de conservation d'information collective? Dans cette Pas idée-là? forcément d'information, ça peut être l'énergie. Par exemple, il y en a une qui a beaucoup d'énergie, l'autre très peu, elles s'entrechoquent. Celle qui a beaucoup d'énergie a donné un peu d'énergie D'accord. à l'autre qui en a un peu plus, et elle en a perdu d'autant. Elles partent. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas combien elles ont transféré d'énergie. D'accord. La seule chose qu'on sait et que la nature sait, c'est que la somme des énergies initiales avant le choc de mes deux particules est égale à la somme des énergies finales quand les deux particules partent. D'accord. C'est ça une loi de conservation collective, c'est-à-dire l'énergie, c'est l'énergie collective globale qui est conservée et pas l'énergie individuelle. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Non, mais c'est important parce que c'est un Ouais. point important. Et en fait, quand on explique bien, peut-être mieux que moi, tout le monde peut comprendre. C'est ça, le quantique aussi, tout le monde peut le comprendre. Mhm. Voilà. Alors, elles sont porteuses d'une loi de conservation collective. Ce qui veut dire, et la nature, ça donne, j'appelle ça les lois de supraconservation, mais peu importe. Pour la nature, c'est un vrai défi,
c'est à nouveau un défi de cohérence. Vous savez, j'avais dit là pour la réduction du paquet d'ondes ou le saut quantique, c'est une question de défense de la cohérence, puisque Mhm. c'est la façon dont la particule va réagir pour rester quantifiée au moment où on veut la découper. On utilise son étalement pour la découper. Eh bien, ça, elle n'en veut pas. Elle va se faire un saut quantique et du coup, eh bien, elle ne sera pas découpée. Eh bien, là, c'est encore une question de cohérence globale. Quel est le problème pour la nature? La nature a énoncé une loi de conservation collective, par exemple, pour reprendre mon exemple des deux couleurs, qui va me dire que si l'une a la couleur, je trouve que l'une des deux particules a la couleur Verte. verte, l'autre sera rouge ou deux fois, deux fois vert ou deux fois rouge. C'est D'accord. pareil en termes de corrélation. Hein. C'est juste que là, j'ai une seule fois vert et une seule fois rouge, donc ça m'arrange de dire vert et rouge. Voilà. Et donc, c'est ça la loi de conservation collective. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir deux fois vert, deux fois rouge. On a une fois vert et une fois rouge. Voilà, c'est la loi de conservation collective. Est-ce que c'est clair? D'accord. Elles sont, elles finissent par être complémentaires. Oui, L'information, dans c'est, je ce suis cas-là, désolée. dans ce cas-là, euh, dans ce cas-là, bon, par exemple, il y a un truc qu'on appelle un état singulier pour le spin. Oui, Si le spin de l'une est plus 1, l'autre sera moins 1, de oui, façon à ce que la somme des deux spins, ça fait 0. C'est ça qu'on appelle un c'est ça. état singulier. Mais ça ne me dit rien sur la valeur individuelle de chaque spin. La seule chose Mhm. que je sais, c'est que si l'une a un spin plus 1, l'autre aura forcément la valeur moins 1. Est-ce que c'est Oui, clair? C'est ouais, important. très bien. Mm. Or, le Très problème de clair. la nature, c'est que tant que j'ai pas mesuré une des deux particules. En fait, tant que aucune des particules n'a fait de saut quantique qui va lui permettre de passer d'un état flou, elle est un mélange des deux, Mhm. à un état précis, soit vert, soit rouge, la loi de conservation collective, elle est virtuelle. Elle, elle, elle porte sur des valeurs précises, rouge ou vert, qui n'existent pas encore, puisque l'une et l'autre des particules sont dans un état flou, ni verte ni rouge, un mélange des deux. Donc, la nature, pour rester cohérente, va, est obligée de faire respecter cette loi de conservation collective quand elle sera applicable. Mais pour l'instant, elle n'est pas applicable. Donc, il faut qu'elle garde la mémoire de cette loi de conservation collective. Est-ce que vous voyez le problème? C'est-à-dire, les deux particules sont liées par une loi de conservation collective, mais tant qu'elles sont dans un état superposé ou flou, cette loi est virtuelle. Elle n'existe pas. Elle n'est pas concrétisable. Elle ne le sera que quand une mesure ou autre chose va faire que l'une ou l'autre de mes deux particules intriquées va être obligée de choisir une couleur précise, soit totalement rouge, soit totalement verte. Et à ce moment-là, la nature va dire, mais mes deux particules sont liées par cette loi, donc si toi tu as pris rouge, l'autre doit nécessairement prendre vert, et si tu as choisi vert, l'autre doit nécessairement prendre rouge. Et là, la loi de conservation collective sera respectée et end of the story, la nature est contente. Mhm. Alors, Exactement. quelle est, alors donc ça nous permet de comprendre la nécessité des corrélations de l'intrication. Le fait que si je fais 100 ou 150 fois l'expérience, eh bien je verrai que systématiquement, quand j'ai rouge d'un côté, j'ai vert de l'autre. Tout le temps. Exact. C'est une corrélation totale dans ce cas simple. Alors, quel est le secret de ce lien d'intrication? Eh bien, we go back, on retourne au jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, c'est lui qui prend la décision. Que se passe-t-il quand mes deux particules se sont entrechoquées et sont reparties? Il se trouve que leurs jaunes d'œuf sont restés liés entre eux. Ils se sont soudés, ce que j'appelle une soudure endocausale. Et c'est ça que j'appelle la supralité. La supralité, c'est la soudure endocausale, et cette supralité implique l'intrication. C'est ce qui est à la base de l'intrication. Sauf qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas, ce lien, puisque le jaune d'œuf, on ne le voit pas. Et
autre chose quand même qui est important, le jaune d'œuf, il n'est pas matériel. Hein, j'avais dit, il est psychique, il n'obéit pas aux lois de la matière. Eh bien, ça a notamment comme implication le fait qu'il n'obéit pas aux lois, aux contraintes de l'espace-temps relativiste. Donc, c'est pour lui que les deux particules soient à 2 angstroms, à 2 centimètres, à 2 mètres, à 2 milliards de kilomètres, c'est exactement pareil. Et c'est pour ça qu'on a ces corrélations instantanées dans un univers relativiste. Parce que l'espace-temps relativiste ne s'applique qu'au blanc d'œuf, pas au jaune d'œuf. Et donc c'est pour ça que la nature, grâce à ce jaune d'œuf non relativiste, non matériel et invisible, permet d'avoir les corrélations, les liens d'intrication. Et quand il y aura décision, comme les deux jaunes d'œuf sont soudés, ce n'est pas la particule que je mesure qui décide pour elle-même et qui dit à l'autre vite, vite, moi j'ai pris rouge, tu prends ça. C'est l'ensemble des deux qui va décider collectivement. Nous devons répartir d'un côté le verre de l'autre. Qu'est-ce qu'on décide? Ceci ou cela. C'est-à-dire ce n'est pas un problème local, c'est un problème global. Parce que les deux jaunes d'œuf sont liés entre eux. C'est l'ensemble de ces 7 communautés qui prend une seule et même décision. C'est pour ça que c'est soudé. Voilà. Est-ce que ça a été... Oui. Alors, en fait, je me dis qu'avec ces explications, ça va être encore plus facile pour tout le monde de lire l'ouvrage, de comprendre, parce que c'est encore plus clair. Il faut que vous ayez l'ouvrage sous les yeux. J'aimerais qu'on passe, vu le temps qui passe très vite, j'aimerais vraiment que tout le monde puisse comprendre quel est l'intérêt de tout ça dans le concret, dans ce qu'on voit avec nos yeux. D'ailleurs, il y a cette partie sur le cerveau où ce qu'on voit n'est pas ce qu'il y a. Il y a cette idée-là. Donc, cette partie sur le cerveau est magique. Je voudrais juste quand même que vous expliquiez une notion importante qui est l'holomatière. Cette notion-là, pour après partir plus dans du concret, comme la mémoire, on parle de la mémoire de l'eau, la mémoire des murs, tout ce qui va être justement paranormal, fantôme, tout ça, les connexions, le remote viewing, ces informations. Il y a cette idée d'information dans une forme de cloud, en fait. Moi, j'ai plutôt ces informations, le côté informatique au niveau vocabulaire, donc je voyais ça comme un cloud d'informations où les gens vont choper de l'information, vont attraper l'info et nous la donner, comme pour les médiums et autres. Et voilà, c'est pour ça, vraiment, accrochez-vous sur les premières notions qui peuvent paraître un petit peu complexes. Ça dépend pour qui, parce que je sais qu'il y a certains nuréens, vous êtes super calés, il y en a un qui est en 4e année de physique quantique, justement, courage, et ça a l'air passionnant. Et si j'avais su l'intérêt de cette matière, j'aurais été plus assidue, parce que vraiment, on ne comprend pas l'intérêt, l'implication, tout ça. Donc si on peut juste partir sur la signification du terme holomatière, histoire de bien comprendre ce terme. Alors, l'holomatière, donc, je dirais, c'est une supermatière, entre guillemets, c'est-à-dire c'est la matière ordinaire augmentée de son double invisible, qui est du domaine du jaune d'œuf. Ce jaune d'œuf qui, encore une fois, invisible, psychique, et possédant un pouvoir décisionnel. Voilà. Et donc l'holomatière va se répartir, de même que la matière se découpe en particules élémentaires, eh bien l'holomatière va se répartir en holoparticules, ces particules élémentaires d'holomatière. Tout simplement, je les appelle les holoparticules. Donc avec, encore une fois, 2 états. L'état où le jaune d'œuf est inerte, il dort, il fait rien, et dans ce cas-là, tout se passe comme s'il n'existait pas. C'est d'ailleurs pour ça que les physiciens l'ignorent, parce qu'il n'a pas capacité en temps normal à interagir avec le blanc d'œuf. Il le fait dans certaines conditions que j'ai précisées. C'est au moment où, que ce soit par un instrument de mesure ou autre, l'intégrité quantique de la particule est menacée. C'est-à-dire, si on restait dans le cadre ondulatoire, elle serait déchiquetée, j'aurais une partie de la particule ici, une autre là-bas. Ça, c'est totalement interdit. Donc, à ce moment-là, la nature s'est outillée d'un processus
procédé pour empêcher ça, et ce procédé, ça s'appelle la réduction du paquet d'ondes ou le saut quantique, et ainsi de suite. Et elle le fait par le biais de ce jaune d'œuf qui, à ce moment-là, devient actif. Et comme il a un pouvoir décisionnel, c'est lui qui va décider, je me réduis de cette manière ou de telle autre. Voilà. Ça, c'est la première chose. Dernière caractéristique de cette holomatière, c'est la supralité, c'est-à-dire des soudures au niveau du jaune, donc du psychisme. Ce sont des soudures psychiques, et c'est là où on va voir l'intérêt de la chose dans tous ces phénomènes qu'on appelle paranormaux. Alors oui, ce que je voulais dire, c'est, je fais juste une petite parenthèse sur le normal. Pour moi, donc, je ne parle pas évidemment des phénomènes qui en fait n'existent pas, qui sont du domaine du charlatanisme. Je parle de phénomènes qui potentiellement sont réels, et je pense qu'il y a, contrairement là encore une fois à ce qu'on lit dans certaines revues bien pensantes, il y a des preuves. Par exemple, pour il y a ce qu'on appelle les méta-études, pour la télépathie, je crois que ça a été démontré, et en fait, le jaune d'œuf, quelque part, c'est un lien télépathique. C'est un lien télépathique. Mais enfin bon. Alors, donc, la dernière chose, c'est la supralité, qui est un ensemble de filaments. Et ces filaments créent des comportements de la matière, donc de l'holomatière, qui sont du type donc intrication, où on va constater que quand je vais bouger tel truc, ça va modifier un autre avec une corrélation plus ou moins forte. Voilà, je ne sais pas si je réponds. Non, c'est ça, vous avez devancé à la question sur le concept de supralité implique que les éléments physiques restent connectés. Et du coup, je vous demandais, pourriez-vous expliquer ce que cela signifie concrètement? Et en fait, vous venez de l'expliquer. Donc, tout est connecté comme avec ces sortes de filaments. Voilà. Invisible. Le double invisible de l'univers visible, du monde visible. Le terme de supralité, qui est encore une fois bien expliqué dans le lexique, repris plusieurs fois avec plusieurs explications. Et ça expliquerait, alors on va avancer juste un petit peu sur cette partie sur le cerveau. Je vais juste reprendre cette question. Donc en quoi le cerveau ne produit-il pas la conscience, mais ne ferait que la canaliser? Cette idée-là, elle était juste incroyable dans cette partie sur le cerveau. C'est-à-dire que on a eu souvent l'idée qu'au final, la conscience ou le psychisme, vous dites plutôt? Oui. Le psychisme, pour moi, c'est le matériau de base de la conscience, on va dire, hein, pour être simple. Elle serait dans le cerveau, uniquement dans le cerveau, et une fois qu'on décède, il n'y a absolument plus rien. Et apparemment, d'après plusieurs recherches que vous expliquez, vous nous rappelez les différents ouvrages de chercheurs et ce qu'ils ont pu découvrir, apparemment, ça ne serait pas ça. Pas que ça, j'ai envie de dire, c'est jamais... qu'en fait, la conscience ne serait pas uniquement dans le cerveau, et que le cerveau, et qu'une fois un corps éteint, décédé, il n'y a absolument plus rien. Il resterait en fait quelque chose. Cette information ou ces particules. Là, après, je vais peut-être pas forcément être tout à fait d'accord avec la fin sur certaines parties. Peut-être parce que je n'ai pas compris. Certainement d'ailleurs. Mais... est-ce que je peux vous donner l'exemple? Oui, allez-y. Moi, j'ai toujours dans l'idée, avec tous les témoignages des personnes qui ont fait des NDE que j'ai pu écouter, interviewer et autres, qu'ils gardent effectivement leur personnalité de l'autre côté, qu'ils gardez le conditionnel, les amis, vous êtes sur Nuria, c'est à vous de le faire. Moi, j'y vais à fond. Mais qu'ils gardent donc leur personnalité, qu'ils gardent leur histoire, et ça, j'ai très bien compris que dans cette idée... de particules d'information, enfin de résidus d'information, on pourrait quand même avoir cette personnalité, cette histoire passée, etc. Mais j'arrive pas à me dire que... Enfin, vous voyez, des fois, les médiums ont des informations sur le futur, ou des personnes décédées vont contacter leurs proches vivants et leur donner des informations sur le futur. À ce moment-là, comment ils pourraient avoir ces informations? Comment ça pourrait être un résidu, vu que ça n'est pas encore arrivé? À imaginer que la notion de temps existe. Mais en fait, le temps n'existe pas. Donc, je sais que ma question est stupide déjà dès le départ, mais je la pose quand même. Oui, non, mais vous avez raison. Alors, je dirais d'abord, sur le temps, d'ailleurs, ça sera l'objet d'un futur ouvrage, d'abord d'articles, et puis d'un futur ouvrage, c'est justement cette notion de temps que je trouve fascinante, parce que subjectivement, le temps, c'est évident, il y a le passé, le présent et le futur.
Et pour la physique, c'est peut-être le concept le plus impossible. C'est déjà entre les différents, que ce soit la physique quantique, la relativité restreinte, la relativité générale, la thermodynamique et tout ça, chacune a une certaine vision de la conscience et ça se raccorde pas. Donc, Ouais. c'est un mystère conceptuel absolument très épais, donc ça m'intéresse. C'est Voilà. génial. Alors, je dirais que je veux juste attirer votre attention sur un mécanisme. J'ai parlé de la soudure, Mhm. euh, le lien, ce que j'appelle le lien supral, puisque j'appelle ça la supralité, La la supralité, soudure oui. d'intrication, un lien d'intrication, un lien supral. Eh bien, Qu'on peut visualiser sur la première de couverture avec cette image, ça représente bien ces connexions, je trouve, oui, c'est cette ça, voilà, oui, supralité. c'est un petit peu ça. Voilà, Mm. pour lequel les distances n'existent pas, mais par rapport, ces liens, c'est dans le présent, c'est-à-dire c'est Oui, le présent du mental, on va dire, du psychisme. Mais par rapport, par exemple, vous, vous mesurez la particule qui est ici, qui est sur enfin, d'un côté, oui, ça va modifier celle de l'autre, instantanément. Par rapport au monde physique, cette instantanéité, c'est pas une instantanéité par rapport au monde de la matière. J'ai fait ça, et l'autre truc, en principe, c'est dans le futur de cet événement, puisque si au lieu d'être au niveau du jaune d'œuf, je suis dans le blanc d'œuf, là j'ai modifié quelque chose, les perturbations de cette chose vont se déplacer au plus vite à la vitesse de la lumière. Donc la modification que j'ai, elle est en décalage par rapport au temps. Donc déjà là on voit, donc ça peut donner lieu à des effets qui ont l'air d'être je prévois l'avenir. À Mhm. cause de ce genre c'est c'est un univers à deux vitesses temporelles. Donc, Ouais. quand les deux se recoupent, vous imaginez le genre de phénomène auquel ça peut donner lieu. Voilà. Donc ça, c'est la question un peu générique. Donc, comme je vous disais, alors, hein, on a parlé de Suprêle, je crois, ou vous en Mm. avez parlé. Oui, de Quelque chose qui pixels. est important. Voilà. Quelque chose qui est important, c'est qu'avec ces holoparticules, on va dire que c'est comme des perles, et ces liens d'intrication que j'appelle des liens suprales, qui sont comme des ficelles, Mhm. avec un ensemble de perles et de ficelles, vous pouvez créer des objets structurés. Vous pouvez faire quelque chose en forme de papillon, vous allez créer un bracelet, un collier, un truc en forme je sais pas moi, de n'importe quoi, un papillon qui passe dans ma Comme par fenêtre. hasard. Oui. Pardon? Comme par Une hasard. synchronicité. Je le C'est dis en une souriant parce que ça synchronicité n'existe absolument pas. anodine. C'est comme le fameux scarabée de Jung. Voilà, donc si vous voulez, vous avez un truc, et ce que je veux dire, c'est que pour moi, cette structure qui est rendue possible à cause des liens d'intrication, encore une fois, dans le milieu des holoparticules, va me permettre d'emmagasiner de l'information psychique. Et donc, quand nous vivons, nous ressentons un truc, nous regardons une couleur, un objet, tout ça, nous créons, c'est ce que j'appelle les suprêles. Les suprêles, c'est les pixels de l'esprit, c'est-à-dire c'est l'unité d'information psychique qui est fondée sur un ensemble d'holoparticules, donc de particules élémentaires reliées par des liens d'intrication que j'appelle les liens suprales. Avec ça, j'ai moyen de comprendre ce qu'est l'information mentale, ce qu'on appelle les qualia. Oui. Pourquoi, par exemple, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand je vois un objet rouge? Mhm. Le physicien va me dire, cet objet rouge, eh ben, c'est très simple, c'est une certaine longueur d'onde. Ça n'a Oui. rien de rouge. C'est mon cerveau qui va créer la Oui. couleur rouge. Comment fait-il? Eh bien, mon nerf optique, machin bidouille là, va aller vers le cortex visuel primaire, et particulièrement ce qu'on appelle les colonnes corticales. Et à mon avis, les colonnes corticales vont traiter cet influx nerveux pour fabriquer des suprêles, donc des petits circuits faits d'holoparticules avec des liens d'intrication. Mhm. Ils vont emmagasiner l'information couleur rouge. Ce
circuit, ce suprêle, quand il est créé, il est inconscient. Mais il est emmené dans une zone de mon cerveau qui va le réveiller, c'est-à-dire le faire passer à l'état paral, ce que j'appelle des paralgènes. Mais là, on commence à rentrer dans mon jargon. Mais disons que sur la base de cette compréhension de la physique quantique, j'arrive à comprendre à proposer une compréhension de mécanismes cérébraux et de conscience qui jusqu'à présent sont totalement incompris. Alors, c'est pas une démonstration. Tant que mon approche n'est pas suffisamment prise au sérieux, personne ne va mouiller sa chemise pour faire des expérimentations. Mais sachez que c'est potentiellement possible et que ces paralgènes qui vont réveiller les suprêles et faire que je vais prendre conscience qu'il y a un objet rouge devant mes yeux, eh bien, ces paralgènes sont à chercher, j'ai dit même de façon assez précise où ils sont à chercher, au niveau synaptique, canaux ioniques de type NMDA, ionotropiques, enfin bon, bref, je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, on a, si on devait faire une enquête, qu'on cherche, vous savez, une enquête policière, on cherche quel est le criminel, j'ai son profil type, et donc je sais où aller le chercher. Il faut que je vous dise que j'avais fait ce lien avec les suprêles et l'ADN, c'est-à-dire que dans la matière, on va avoir, quand par exemple, je sais pas, je vais prendre le livre, je vais juste faire ça, je vais laisser de l'ADN. Et Oui. ben, j'ai pensé les suprêles de la même façon, c'est-à-dire je vais pas m'en rendre compte, mais partout où je vais passer, je vais laisser des suprêles. Donc j'ai mis ça au même niveau que l'ADN. Et c'est pour ça qu'il reste des informations, notamment ce que je vous disais tout à l'heure, ces informations dans les murs, dans les lieux où on peut aller, et au final on va se connecter, se sentir bien ou pas bien, parce que voilà, dans la zone on ne sait pas pourquoi il y a quelque chose, bah, peut-être on absorbe comme ça des informations, des suprêles et ça nous met dans un état un peu étrange. Enfin voilà, c'est vraiment cette idée-là que j'avais en vous lisant, je me dis ah mais d'accord, ok, ça pourrait être comme ça. J'ai une petite anecdote là-dessus, mais vraie. Qui a à voir avec les châteaux cathares. Il y avait il y a quelques années un groupe qui va visiter un château cathare avec un guide qui connaît l'histoire des cathares et tout ça. Donc voilà, ben, on rentre. Et puis là, dans ce groupe, une dame et rentre dans une forme de transe, ça va pas, elle s'étend, donc on essaie de la ranimer ou un truc comme ça, et après, quand elle est un peu ranimée, on lui demande qu'est-ce qui vous est arrivé. Et en fait, elle avait vécu, elle se voyait dans la peau d'un seigneur de l'époque qui se faisait estourbir, trucider dans le site. Et quand vous faites trucider, vous avez plein d'affects, donc vous faites plein de suprêles. Ces suprêles vont partir dans votre sang qui s'est incrusté dans la pierre et tout ça, donc qui va rester. Et donc, donc elle a raconté cette histoire que ne connaissait pas celui qui a organisé la visite de groupe. Par contre, intrigué, il est allé chercher dans les archives, enfin plutôt il s'est adressé à à un historien local, vous savez, mais j'ai beaucoup de sympathie et d'admiration pour ces petits historiens locaux qui vivent dans leur local, qui le font revivre, qui vont chercher l'information, c'est fabuleux. J'ai plusieurs livres comme ça, je trouve des gens qui sont passionnés par cette chose-là. Et donc, l'historien va chercher dans les archives et trouve effectivement exactement la même histoire. Voilà. Et j'ai d'autres histoires comme ça. Oui, les dons d'organes. Oh là là. Oui, alors voilà. Mais c'est pareil, c'est-à-dire tous vos vécus, ce que nous avons vécu, le souvenir que vous aurez demain de cette truc, pour moi, c'est des suprêles. Ces suprêles sont formés quand on vit les choses, le suprêle est à l'état paral. Il est activé en quelque sorte. C'est comme une lumière qui peut être éteinte ou allumée. Là, il est allumé. Mais après, on passe à autre chose. Le suprêle, une partie des suprêles ne sont pas détruits et vont venir, comme ils sont accrochés à des particules, ils vont venir se répandre dans nos tissus. Et donc, nos tissus, à force, sont porteurs des suprêles de nos vécus antérieurs. Et donc, quand vous faites une greffe, eh bien, vous transférez plus que juste les tissus. Vous transférez une partie des suprêles. Et il y avait un cas, mais une américaine qui s'appelle Claire Silva,
qui a écrit un livre, Change of Heart, je crois que ça Mhm. s'appelle le Change of Heart. On doit pouvoir le trouver sur Amazon ou tout ça, c'est en anglais, et qui relate son histoire. Est-ce qu'on a le temps de raconter l'anecdote un Oui, peu? bien sûr, parce que c'est bien d'avoir du concret pour Voilà. comprendre les Alors, choses. elle avait une faiblesse cardiaque ou un truc comme ça, donc elle a eu droit à une greffe à la fois de cœur et de poumon. Ça s'est bien passé, sauf que elle s'est sentie bizarre. Elle aimait plutôt, vous savez, c'était plutôt Ses goûts la, ont changé, oui. pardon? Ses goûts ont changé, en Oui, fait. oui, mais totalement, mais d'une façon absolument Mhm. radicale. Alors, elle s'est dit, alors donc elle a soudoyé quand même l'infirmière qui avait été là-bas, Oui, qui normalement elle n'avait pas le droit de connaître le donneur. Elle a c'est su que vrai. c'était un jeune homme de 18 ans qui était mort d'un accident de moto. 18-20 ans, voilà, c'est page 179. Elle se surprend Voilà. dorénavant à aimer le hard rock, le fast-food, la bière et tant d'autres choses qui ne lui ressemblaient absolument pas. Que s'est-il passé? Donc c'est... Oui, et il y a Voilà. d'autres cas dans l'ouvrage, donc il y a vraiment le développement. Vous allez adorer, vraiment, les amis, parce que là, c'est vraiment du concret. Mais donc, avec l'organe, elle a, elle a reçu, avec ce nouvel organe, elle a reçu les suprêles du porteur, du premier, enfin, de ce jeune homme. Et, elle a pu, comme ça, en fait, elle a. C'est pas qu'elle a pu, parce qu'en fait, certains vont vivre ça comme une contrainte, parce qu'ils se disent, mais j'aimais pas ça avant, qu'est-ce qui m'arrive? Ma personnalité a changé pour une autre personne. Elle a carrément dit ça, ma personnalité a changé. Parce que finalement, c'est comme si les suprêles de ce donneur s'étaient mélangés avec les siens, ce qui avait comme donné une nouvelle personne, peut-être, ou on peut imaginer ça comme ça. On, on Et va dire qu'elle avait absorbé au physique quelque chose du donneur, mais qu'elle ouais, l'avait aussi absorbé au psychique. c'est ça, merci. Voilà. Oh là là. Les jeunes, apprenez votre vocabulaire, tous les mots, le dictionnaire, ça sert, hein. Des fois, j'ai plein de trucs dans ma tête, je sais pas comment les dire. C'est très handicapant. Merci. Et là-dedans, donc avec ces schémas, on comprend encore une fois la télépathie, on comprend aussi la médiumnité. Un médium va chercher les Mhm. suprêmes qui ont été déposés, et ainsi de suite. Et alors un truc que je trouve intéressant dans ma démarche, qui était immanente, c'est-à-dire qui ne parlait pas de transcendance, c'est qu'en fait, avec cette notion d'endocausalité, donc le jaune d'œuf, dans le monde immanent auquel nous appartenons, cette endocausalité est partielle, puisque au sein d'une même particule, il y a le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. Et le blanc d'œuf résiste au jaune d'œuf, c'est-à-dire le jaune d'œuf n'est pas Oui, tout puissant. Par exemple, pour parler banalement, nous pouvons bouger notre bras, mais on ne peut pas décider aussi simplement d'avoir un bras qui devient rouge, qui pèse 3 tonnes, qui mesure 20 mètres. Donc, mhm. on est limité. Et donc, je C'est me suis vrai. dit, une prolongation naturelle, entre guillemets, de cette notion d'endocausalité partielle serait de considérer une endocausalité totale, c'est-à-dire une entité qui serait endocausale, mais qui n'aurait pas d'exocausalité. L'exocausalité, c'est ce qu'on subit, c'est le Mm. déterminisme. Et là, on change de niveau, on passe au niveau de la transcendance et au niveau, si on veut, divin. Donc, tout ça pour dire, en gros, je ne sais pas si c'est le moment de conclure ou pas, mais que finalement, quand on a découvert la physique quantique, on a été comme la poule qui a trouvé un couteau. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On s'est juste dit, c'est bizarre. Alors qu'en fait, on avait découvert quelque chose de fondamental sur la réalité. On avait découvert une strate psychique dans le monde objectif. Et cette strate psychique, on n'en a pas beaucoup parlé, mais me permet d'envisager des schémas explicatifs du cerveau conscient, de l'interaction physico-physique qui fait que je peux vous percevoir et je peux décider et je peux tourner la tête. Tout ça, il y a une interface. Cette interface, la physique quantique, me permet de dire où elle est. Voilà. Donc, et d'autre part, oui, ce que je voulais aussi dire, c'est que l'intrication, c'est-à-dire ce lien supral, comme je l'appelle, c'est celui qui permet de passer de la petite noisette, le petit jaune d'œuf minuscule d'une particule élémentaire,
par agrégation à faire de grands ensembles Ouais. de jaunes d'œufs qui sont reliés. Et à ce moment-là, ça fait des grands ensembles qui peuvent accéder à une véritable conscience comme la nôtre. Voilà, donc grâce à ça, j'ai quand même des explications à confirmer, évidemment, c'est pas confirmé Mhm. pour l'instant, mais potentiellement confirmables ou testables. Ça va Voilà. être passionnant. On va prendre le temps, les amis, tel que j'ai prévu les choses là, quand vous voyez cette vidéo. Donc, c'est la première que nous avons enregistrée. On en aura deux autres en vidéo, histoire que vous puissiez bien poser les informations, bien comprendre les notions, avoir le temps de vous procurer le livre et d'aller plus en profondeur dans cette nouvelle façon de penser, en fait, même, j'ai envie de dire, et de comprendre le monde qui nous entoure. Mais ensuite, je pense que ce serait bien qu'on puisse faire un live pour les questions-réponses, uniquement, après ces trois ouvrages. À la rentrée, peut-être fin septembre, octobre, histoire d'être bien. On va voir ça hors antenne. Mais ouais, là, il faut vraiment prendre le temps de poser les choses. Il y a toute la partie sur Dieu, l'idée de Dieu, comment même cette notion-là, cette existence, tout ce qui est, comme on l'appelle sur Nurea, cette notion de tout ce qui est, pourrait aussi trouver peut-être un début d'explication. Mais forcément, quand on parle de tout ce qui est, on n'a pas toutes les infos. Donc, j'ai adoré comment vous terminez cet ouvrage d'ailleurs. Je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas vous spoiler les amis, là on est vers la fin de l'ouvrage. Il y a encore énormément de choses à l'intérieur dont on n'a pas parlé, extrêmement détaillées. Juste, je voulais vous demander, est-ce que vous, de travailler là-dessus, ça a changé votre façon de vivre, par exemple? La mienne, Oui, c'est à moi hein, que vous. D'accord, oui. d'accord, ok. Euh, oui et non, parce que en fait, j'ai consacré beaucoup de temps à ça. Mhm. Comme je dis, un peu à la manière des moines enlumineurs, c'est-à-dire j'ai pas fait aucun buzz, je suis pas présent sur les réseaux sociaux, rien du tout. Je suis vraiment sur le travail de fond. Et en fait, vous savez, c'est la même chose qu'on dit, par exemple, pour les artistes, les peintres. Ceux qui sont gardés par la postérité sont pas forcément ceux qui faisaient le plus de bruit de leur vivant. En fait, moi, je suis plutôt les gens de, comment on va dire, euh, les gens de l'ombre qui font leur travail parce que c'est, en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est vrai. Donc, il y a la dimension de la passion et sans attendre de retour personnel. Au contraire, je veux dire, je serais pipolisé, ça m'embêterait plus qu'autre chose. Mais donc, peut-être c'est un mode de vie un peu austère finalement d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Mais j'aime bien le résultat. J'aime Voilà, beaucoup. oui. Merci de le Mais partager. voilà, je dirais que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui Mhm. m'anime, mais même par rapport à, en fait, j'avais la naïveté au début, je me disais, bon, ces idées sont tellement géniales, entre guillemets, évidemment, que ça va faire son chemin tout seul, mais que nenni, que non, il faut faire du buzz, il faut se faire connaître, donc c'est pas venu, et c'est voyant ça, parce que j'avais sorti 2, 3 articles et tout ça, je pensais que ça aurait un écho, ça n'en a pas eu, et voyant ça, que j'ai commencé à faire mon premier livre. Voilà, donc je suis passé à quelque chose de plus durable qui plutôt qu'un Exactement. article. Voilà, j'ai même Exactement. maintenant des D'a- articles en anglais sur Internet. Mais je Oui. pense que tout arrive au bon moment parce que si on avait parlé de vos recherches au début de Nuria TV il y a 9 ans, on Mhm, les aurait pas compris de la même façon qu'aujourd'hui. Là, quand mhm. ça arrive vraiment au bon moment. Je vous ai pas lu avant de vous appeler pour préparer l'émission. Je fonctionne à l'intuition, moi. Je suis vraiment dans le endo. Oui, oui. Voilà. Ouais, ouais. Donc je suis le feeling et je me dis waouh, waouh, heureusement que j'ai eu ce feeling parce que j'arrive à mettre des liens là-dedans avec tout ce qu'on a pu étudier. Donc, ça sera pareil pour le public qui nous regarde, les Nuréens. Je pense que vous aussi, vous arriverez à faire vos liens et vos conclusions. Donc, c'est arrivé au bon moment. Et je pense que même si ça fait 20 ans en fait que vous travaillez là-dessus, entre autres, Mhm. et je pense que vous avez commencé trop tôt par rapport aux autres, précurseurs. Donc, forcément, au début, ça ne parle pas. Je pense qu'il y a 10 ans, clairement, ça ne nous aurait absolument pas parlé. On se serait dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais là, aujourd'hui, c'est parfait. C'est le bon timing. En tout cas, pour Nuria TV, c'est parfait. Je pense que Mhm. Guillaume va adorer ces explications parce que même pour ce qui est de l'ufologie, etc.,
il pourrait y avoir des réponses là-dedans. C'est assez fascinant. Donc, je vous Mhm. remercie infiniment, vraiment. Donc, monsieur, Je oui, peux ajouter juste un tout petit bien quelque sûr. chose. Alors, ce qui est marrant, je boucle un peu sur votre question précédente, Mhm. c'est que quand j'ai fini mes études, ce que les Anglais disent, you put a flag on something. Yes. J'avais Vous avez donc mis un drapeau sur retenu, quelque chose. voilà, Voilà, j'avais retenu qu'il y avait un truc un et focus. j'avais j'allais dire la suffisance de penser que je résoudrais le problème. Ce que j'ai l'impression d'avoir fait, mais bon, en tout cas, ça m'a donné de l'énergie d'y aller. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais mis un peu de côté parce que la vie, ceci, cela. Et à un moment, je devais être nommé dans un poste et pour des raisons administratives, ça a duré 6 mois de plus. Et à ce moment-là, je suis allé rechercher des livres de physique et je me suis dit, c'est le moment. Et donc, ces quelques mois en apesanteur m'ont permis de concrétiser ce que je portais en moi. C'était resté là. C'est ça qui est marrant, quoi. Une espèce, comme une forme de prédestination, on va dire. Exactement. Ah, on est Voilà, guidé, hein. On est guidé. voilà, voilà. On va revenir sur cette idée de libre arbitre, etc. Mais c'est fascinant, vraiment. Alors, donc voilà, merci, je voulais vous remercier déjà pour cet échange passionnant. Euh, et rappeler, en tout cas, moi j'ai vraiment dans l'idée de ce que vous avez partagé, c'est une autre façon de penser la conscience. Vraiment, c'est tout nouveau, c'est une autre manière de voir la réalité, c'est une autre manière de vivre, moi, je le pense vraiment sincèrement, ça détend. En fait, quand on a le savoir, on a le pouvoir, et quand on a l'information, ça nous enlève les peurs. Bah là, Mhm. vous rendez rationnel ce qui est irrationnel. Donc, c'est un livre qui détend. Profond, mais il détend, je vous assure, il est apaisant. Donc, Ah, mais oui, merci. Pour celles et ceux qui nous regardent, je vous encourage à lire ce livre, La conscience quantique regardez si c'est et pas beau. l'au-delà. Deux Voilà. fois. Ah, mais moi, Voilà. j'arrive pas à me mettre. Ça y est, C'est parce que c'est la bien dit. première, à force, on va être d'accord. Donc, il ne nous donne pas de réponse toute faite, mais il offre des clés, des pistes et surtout une invitation à penser par soi-même. Voilà, très important. Gardez ça en tête, soyez le seul maître à bord de votre propre bateau. Important, les amis. Merci Emmanuel Renfort, ne bougez pas. On Merci va à vous. rester là ensemble, on va se caler cette petite date à la rentrée si vous avez votre agenda. En tout cas, les amis, merci pour votre assiduité. Vous retrouverez donc le lien en barre d'infos pour commander cet ouvrage. Prenez le temps de le bosser parce qu'il y aura d'autres émissions sur 2 autres ouvrages, je vous le dis d'avance. Donc, on aura l'univers quantique enfin expliqué, celui-ci, si vous voulez prendre un petit peu d'avance sur la prochaine émission, et du hasard quantique à la conscience. Voilà, je vous montre, c'est le tout dernier, tout frais, tout neuf. Voilà, donc on terminera là-dessus avant de passer à une soirée questions-réponses. Et là, je compte sur vous. Et tous ceux qui adorent ces domaines de la physique quantique, j'ai besoin de vous pour avoir d'autres questions, vos interrogations, vos commentaires et vos nouvelles pistes, sait-on jamais. Merci Bien à vous volontiers. tous. Ok. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur Nuria TV. Et surtout, comme on dit à chaque fois en fin d'émission, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Merci. Merci beaucoup, en tout cas.